Ok, merci pour la vigilance. Vous êtes combien d'ingénieurs? Vous êtes combien? 11. Combien de travailler de présence? Bien, alors donc, comme je disais, la première leçon, on va regarder, en tout cas échanger sur l'acquisition des données d'observation de la Terre. Alors, ok. Alors, donc, l'objectif, c'est de présenter la technologie d'observation de la Terre. On va montrer un peu le potentiel de cette technologie-là, et puis vous familiariser quand même aux bases de données d'accès, enfin, je vais dire au site qui vous permet d'avoir accès à ces données-là. Et donc, vous devez être capable, à l'issue de cette leçon-là, de définir l'observation de la Terre, caractériser les objets qui peuvent être identifiés à partir de l'observation de la Terre-là, et puis expliquer comment cette observation de la Terre-là va se faire et puis montrer l'utilité. Vous devez aussi, puisqu'on va vous montrer comment est-ce qu'on télécharge les images, là, donc vous devez être capable de pouvoir télécharger des images à partir d'un site donné. Alors donc pour cela, cette leçon va s'articuler autour de 3 grands points. Donc après une petite introduction, là, nous allons parler de l'observation de la Terre en elle-même. Nous verrons les stratégies d'observation de la Terre et puis en dernier ressort, l'accès aux données spatiales. Donc voici un peu le temps de cette leçon. Alors, en introduction, on a dit déjà que l'observation de la Terre est utile et essentielle parce que ça va permettre de surveiller un certain nombre de problèmes environnementaux et en lien avec les changements climatiques, et ce pour atteindre les objectifs du développement durable. Vous avez déjà entendu cette affaire de ODD là. Il y en a combien? Bon, c'est qu'il y a problème. Bien, alors je vais vous donner un petit conseil. À partir de maintenant, tout ce que vous faites, comprenez que dans la vie, là, on ne marche pas comme ça. Rien au hasard. Les choses sont structurées. Donc, dans tout ce que vous allez faire à partir de maintenant, et même pour que ça vous accompagne, dites-vous que, en tout cas, retenez que le monde est vie, le monde c'est un village planétaire. Donc, quand on fait les choses, au niveau mondial, il y a des choses qui se font. Donc, si toi tu fais quelque chose qui n'est pas dans le contexte mondial, bon, c'est que tu es isolé. Et donc, dans ce contexte-là, il y a ce qu'on appelle l'objectif du développement durable. C'est-à-dire que depuis quelques années, on dit qu'il faut qu'on fasse un développement qui va être durable. Et pour cela, il y a 17 objectifs. Donc, tout ce que vous devez faire, à savoir aller dans l'un des objectifs, il n'y a pas de raison que vous fassiez quelque chose qui n'est pas. Donc, même dans votre mémoire, ou bien quoi, bon. Donc, déjà, c'est par là que tout doit partir. C'est-à-dire qu'il faut rattacher votre objectif ou bien votre thématique là, à au moins un ou deux objectifs du développement durable. Et comme vous allez rentrer dans ces objectifs du développement durable, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Et donc, tout ce que vous devez faire, ça va être un petit concret. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout ce qu'on fait, ça va être partagé au niveau des. Ça, c'est au niveau mondial. Au niveau régional, donc au niveau africain, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses au niveau de l'Union africaine là, qui sont arrimées aux objectifs du développement durable. Comme nous, ici, on fait des questions ici, c'est ça qu'au niveau de l'Union africaine, il y a la stratégie africaine pour le développement du spatial. Donc, c'est comment utiliser les spatiales, donc les données d'observation de la Terre, là, pour soutenir le développement du aussi. Maintenant, quand on va arriver au niveau national, je ne vais pas d'accord plus sur ce que il y a ce qu'on appelle le plan national de développement, le PND. Donc, je crois que l'actuel, il court jusqu'en 2025. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique
une cohérence dans tout ce que vous voulez faire. On part du général, on arrive au niveau régional, et puis on est au niveau local. Donc, en ce moment, vous voyez qu'il y a les choses se suivent, les choses s'enchaînent, et on poursuit les zéros. Bien, alors donc, parmi les objectifs du développement durable, là, il y a un aspect, enfin, il y a plusieurs aspects, on a vu, il y en a 17, mais l'objectif, c'est la finalité de ces objectifs, c'est de permettre un mieux-être des hommes, etc. Et donc, pour cela, il faut que les gens aient la nourriture. Alors, donc, l'observation de la Terre là-bas doit pouvoir obtenir tous ces ODD. Et ici, on nous dit aussi que le fait d'observer la Terre, ce n'est pas quand tu restes sur place comme ça que tu observes la Terre. Non. Quand on parle d'observation de la Terre, il faut s'éloigner. Donc, il faut prendre de la hauteur, de la distance. Alors, donc, on dit ici que s'éloigner pour observer, ça va permettre de comprendre justement un certain nombre de choses et préparer des scénarios pour ceux qui s'intéressent au changement climatique. Alors, à l'heure actuelle, l'observation de la Terre évolue très bien. Donc, il y a un boom dans ce domaine-là. Il y a des opportunités qui sont énormes. Les secteurs, je dis que vraiment dans tous les secteurs, maintenant, là, on ne peut pas se passer d'observation de la Terre. Donc, ici, on donne juste trois éléments: l'agriculture de précision, la gestion des ressources naturelles, la météorologie. Mais ce n'est pas que ça. Vous avez fait déjà des cours sur les principes d'articulation. Donc, au deuxième semestre de votre master 1, si je vous demande, c'est quoi la détection? Sur atelier d'élection, c'est que nous sommes des instruments que après la population outils de tous les niveaux pour et poser des solutions. L'atelier des questions, c'est une technique qui permet d'aller chercher des informations simplement sur le terrain. L'atelier des questions, c'est l'ensemble des études à distance et l'objet sans problème. Et technique, moi, je vais plutôt dire science. Donc, vous voyez, qui fait ne pas se poser un journal, non? C'est pas dit. Vous n'avez pas fait la cour de détection, enfin, généralité ou bien c'est pas dit. Ouais, et vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit que la détection, et actuellement, vous êtes incapable de trouver la cause. Donc, la détection, c'est une science. Dans le thème, c'est clair. Délai de détection, on dit délai de télécommande d'éléments. L'appareil banal avec télécommande d'éléments. Délai de distance commandement. Délai de détection, donc détection à distance. Donc, quand vous dites que c'est un qui va permettre, quand on veut développer un peu, d'avoir des informations sur les objets, sans être forcément content avec les objets. La même chose, préciser aussi que, bon, moi, je peux avoir des informations sur pour qui il y a. Actuellement, je ne le touche pas, mais quand je le regarde, je vois qu'il n'est pas bien clair. Je vois que, voilà, donc, il sait qu'il est grand, donc oui, il y a des informations sur lui. Est-ce que là, c'est vraiment la prédication? On va se faire à travers les satellites. D'accord? Voilà, donc, il faut bien caler ces choses à il ne faut pas mélanger, il faut que ce soit précis. Parce que, actuellement, c'est plus entre la différence, parce que comme vous l'avez rappelé, donc celui qui sera plus précis dans ses comptes, et les entretiens, on en fait. Et quand on fait les entretiens en France, déjà, il y a des dans ses affaires, il faut avoir plus de temps sur l'autre, là, dans la chose bizarre. Bien. Alors, donc, justement, les satellites, là, ils vont nous permettre
de surveiller, protéger en tout cas l'environnement et aller plus loin, aussi assurer la sécurité de cet environnement. Alors, dans un premier temps, nous allons voir l'observation de la Terre. En d'autres termes, quand on dit, voilà, on fait pour qu'on soit plus à l'aise nous tous, voilà, vous allez avoir vos laptops là, et puis, je sais que je ne suis pas joli, mais regardez mon petit. Alors, là, vous voyez, c'est une épreuve. J'allais me dire, on va lui, il n'est pas intéressé par ce projet-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on observer la Terre? Observer la Terre, c'est bien observer même là, il a beaucoup de sens. Il n'est pas dit qu'il peut prendre beaucoup de sens. Comme exemple de sens, c'est regarder, c'est par exemple considérer, surveiller, parce que quand le soldat militaire est au fond comme ça, et puis il est camouflé quelque part, il regarde l'ennemi approcher. On voit que là, il observe pour voir les choses de l'ennemi. Quand quand Georges Philippe voit une jeune fille quelque part là-bas, là aussi il observe. Quand vous voyez un bon gars après, vous poissons, je pense, dans le ville, là, il observe. Donc, vous voyez que le verbe observer là peut avoir plusieurs sens. Mais nous, de façon synthétique, on va regrouper tous ces sens-là en quatre. Donc, nous, quand on va dire observer la réalité, on va regrouper plusieurs aspects. Donc, on va regrouper l'aspect voir, et que tu as observé là, on va voir. On va comprendre, voir, on va comprendre aussi, détecter, on va comprendre, comparer, on va comprendre, mesurer, mesurer, extraire. Ce sont les quatre dimensions qu'on va rencontrer, plus pas de temps, lorsqu'on va parler d'observation. Donc, dans le voir aussi, qu'est-ce qu'on dit? Dans le voir là, c'est en réalité dans le voir de l'observation de la Terre, c'est avoir justement une information. Fait que nous, tout ce qu'on fait là, ça va être lié à, ça va être lié à la surface de la Terre, donc ça va avoir une position, c'est ça qu'on parle de localisation géographique. Que je donne les mêmes très simples. Pour nous, les géomaticiens, actuellement, il pleut beaucoup. Donc, on ne peut pas parler d'inondation simplement comme ça, sans localisation. Oui, par contre, quand on dit que la tienne a découvert Boribana ou voilà, il y a une inondation, donc on va comprendre, c'est très bien où c'est localisé. Donc, l'information pour nous, quand on dit voir ou bien avoir une information, cette information doit être spatialisée, liée à l'information. Bon, ça c'est un premier aspect. Dans observer là aussi, on a dit qu'il y avait un aspect spatial. Parce que pour pouvoir évaluer par exemple les dégâts, il faut savoir ce qui était là avant et après, donc ça va être à deux dates différentes. Donc pour cela, si il est clair qu'on ne peut pas, je vais dire, en un pic, être sur deux lieux en même temps. Alors que dans les images des personnes, donc avec pile à deux dates différentes, regardant un peu l'espace, une zone bien donnée, et que là, on peut faire des démonstrations que sont parallèles. Donc, ce qui était là à la date T, et c'est dit, ce qu'on observe à la date T plus 1. D'accord? On a dit aussi que c'est déterminé. Tout à l'heure, dans la définition, la définition que vous avez dit, Ndoumi est en train de rentrer dans les explications. On a dit que ce n'était pas trop de l'explication. On n'a pas forcément validé la définition. Alors, la définition, on a dit on a des informations sur un lieu sans être en contact avec ce lieu ou bien l'objet sans être en contact avec.
Donc, ça peut nous donner aussi la possibilité justement de détecter, détecter justement des changements et donc, souvent, revenir dessus un peu plus en profondeur dans la vidéo. Pour les histoires de colonisation des sites qui ne sont pas forcément autonomisables, hein. Quand on voit par exemple les forêts classiques, ça c'est l'histoire de donc, le forêt classique, les gens qui rentrent dedans, c'est clair que vous ne pouvez pas forcément marcher toute la forêt avec les gens qui voyaient l'impact anthropique. Donc, il suffit à détecter justement des choses pas trop correctes sur les territoires qu'on met en contact avec ce territoire. Il y a aussi la possibilité de mesurer. Donc, il y a beaucoup de mesures qu'on peut faire. On pourrait éventuellement la longueur d'un segment. Et pour ceux qui vont faire peut-être un peu de géologie ou bien de structural, donc dans le cadre de linéament, il y a la possibilité de faire tout ce qui est fracture, tout ce qui est accident majeur, d'accord, et mesurer justement la longueur de ces accidents-là. Et aussi, au niveau de la phase urbaine, par exemple, on peut éviter au début, là, Benjamin, après ce temps, c'est un élément qui fait vraiment étonne. Benjamin, je me souviens, dans les années 90, quand nous étions au lycée là-bas, c'était une fille scolaire. Juste à côté. Alors, donc, il y a la possibilité, justement, de faire le véhicule, donc de mesurer tous les objets qu'on voit et avoir même quoi, le superficie, ce qu'on entend ça. Donc, vous voyez que dans le verbe observer, et les détections, mais si vous voulez tester l'observation de la Terre, là, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, n'oublions pas qu'on a dit, observer, là, ça peut être regroupé en 4 dimensions. C'est pas ce qu'on a dit. Lesquelles? Voir. Tout ça, tout ça est observé. La vie à 4 dimensions. Donc, il faut oublier les 4. Ça peut venir en état. Bien, voilà. Donc, on va évoluer un peu encore. C'est vrai, on a dit que observer la vie à 4 dimensions. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut observer? Parce qu'on ne peut pas tout observer avec les outils d'observation de la Terre. Hein. Il est clair que, bon, mon chat qui est à la maison, on ne peut pas l'observer. Hein. Donc, il faut bien cibler ce qu'on peut observer. Hein. Alors, donc, une chose est sûre, tout objet à la surface de la Terre, là, peut être observé. Mais encore, à ce niveau, comme je disais, il peut être aussi cohérent avec son, comme je disais, c'est pas mon chat qu'on va aller. Donc, tout ce qu'on dit peut être, on peut aussi observer des. Quand on dit objet, c'est quelque chose qui est physique, on peut attraper, n'est-ce pas? Le phénomène, il est abstrait. Et alors que c'est à la surface de la Terre, un objet ou un phénomène peut être observé. Donc, si on parle d'objet, on peut observer la Terre, on peut observer la topographie, on peut observer le couvert végétal. Bon. C'est vrai que la Terre
ne pensons pas que c'est seulement à terre ferme. Il y a des océans également qui peuvent être observés. Donc, au niveau des océans, on peut observer des courants, on peut regarder aussi le phytoplancton, on peut observer. Alors, donc, les éléments qu'on peut observer, là, on peut avoir deux. C'est une chose qu'on peut observer, on peut avoir deux. On peut avoir les objets anthropiques. Quand on dit anthropique, c'est quoi? Il y a d'autres. Alors, c'est pas. C'est-à-dire que c'est des choses que l'homme a fabriquées ou bien des choses sur lesquelles l'homme est intervenu. D'accord? Comme aussi, ça peut être des choses naturelles. D'accord? Donc, dans les objets à observer, on peut observer les objets ayant une dimension naturelle ou une dimension anthropique. Alors, en termes, dans un exemple d'objet anthropique, on peut observer à partir d'une image satellitaire. Est-ce qu'on peut observer des cultures? Des cultures, d'abord, ok. D'accord. Donc, tout ce qui est culture, c'est bien. Le bâtiment, la construction. Ok, pas mal. Maintenant, en termes d'éléments naturels, cette idée qu'est-ce qu'on peut observer? Oui. De brousse. Voilà. De brousse, oui, mais il y a des vaches, c'est la plupart des gens qui ont quoi d'autre? La dynamique de la forêt. C'est la même comme tu n'as pas travaillé avec lui. Tu vois, même quand il y a mis la forêt. Mais par contre, si tu regardes la végétation, la forêt, c'est la dynamique de la végétation et puis la végétation, c'est pas la même chose. La végétation. Voilà, donc on voit que des fois, il y a quelques petites subtilités qui sont là, et donc si on ne regarde pas bien, tout le monde s'inscrit sur la liste. Donc, qui marque à la belle? Je reste tout dans le temps. Ouais, mais lui, il est souvent à la maison ou bien il allait faire bon mot. Faites aussi. Il pleut. Où ça? Mais lui, il est seul ou bien ouais. Il n'aime pas se laver. Et alors, donc, à côté de l'aspect naturel ou anthropique, je pense que là qu'on peut regarder, c'est l'aspect statique ou dynamique. C'est-à-dire, quand on prend par exemple, là aussi, il y a deux cas. Quand on prend un immeuble ou un bâtiment, il est monté là. Par contre, quand on suit, pour ceux qui travaillent beaucoup dans les aspects en lien avec la météo, par exemple, quand on regarde le déplacement des nuages, par exemple, vous voyez qu'il y a certaines dynamiques. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect de statique ou dynamique, là, quand on regarde le campus à la date T1, et puis on regarde le campus à la date T1 plus 1, donc à T2, vous voyez qu'il y a un changement. Ce n'est pas comme que les bâtiments ont bougé, mais l'occupation de l'espace a bougé. On est donc là aussi un dynamisme. Donc, un changement de situation.
Alors, ici, les cas, on dit que, on va observer, qu'est-ce qu'on peut observer? On dit tout objet caractéristique par la Terre. N'est-ce pas? L'objet là, il peut être naturel ou anthropique. On peut observer des phénomènes. C'est la même chose. Donc, on a dit naturel ou anthropique. N'est-ce pas? Aussi, l'objet là peut être statique ou on peut aussi regarder le changement comme le dynamisme. N'est-ce pas? Donc là, on a dit tout à l'heure, on regarde un peu, on donne un peu on donne quelques explications, après on appelle bien sûr quelques illustrations, après on appelle et puis le changement. Et là encore, au niveau du changement, le changement peut être rapide, ou bien aussi il peut être lent, tout dépend du phénomène étudié. Parce que pour ceux qui ont fait un peu de géologie comme nous autres, on sait que le temps en géologie, là, c'est différent du temps je veux dire, la mise d'occupation du sol. Je ne dis pas la peut-être de quoi. Durée. Durée en journée. Déjà le temps. Ouais. On parle de quoi? Non, le temps. Voilà, on parle de ça en termes de millions d'années, tout ça. Alors que pour l'occupation du sol, on va parler simplement en termes d'années. Et pour les inondations, on va parler peut-être en termes d'heures ou bien de jours. Vous voyez un peu, donc, en fonction du phénomène étudié, justement, l'échelle de temps aussi peut varier. Quand bien même que tous ces phénomènes-là sont des phénomènes dynamiques. Alors, donc, n'oublions pas que dans notre affaire d'observer là, depuis avant, on a dit que c'est plus. Oh, attendez, excusez-moi. D'accord, à 10h30. Alors, dès le début, on a dit, bon, on va chercher à avoir des informations sur des objets. Alors, qu'il faut la Terre, on est en contact avec des objets, n'est-ce pas? Et on a dit que quand on dit la Terre, là, c'est pas forcément la Terre sèche, il y a même l'eau, il y a la mer, il y a tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Alors, donc, il y a un certain nombre d'instruments qui vont permettre d'atteindre cet objectif, pardon, qui vont permettre d'observer la Terre à distance. Donc, permettre d'avoir des informations sur les objets là sans forcément les écrire. Donc, voici les instruments qui sont là. Il y a les bateaux. De plus en plus, il y a le développement des drones aquatiques qui est en train de prendre sa part de marché. Lorsqu'on a fait l'école des terrains, vous avez utilisé un élément de la télévision dans la eau avec un thème appris. Vous avez eu des informations sur l'eau là, non? On explique des mesures, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un élément, ce capteur que vous avez utilisé pour faire vos mesures là. Cette fois-ci, parce que vous êtes allé toucher l'eau. Alors que, avec les drones aquatiques, par exemple, ces capteurs-là, on les fout dans le drone, et puis, comme on a assis ici, on dit au drone, on va aller, il travaille, il voit les mesures, et puis, il vient. Donc, vous voyez un peu, c'est notre avec les bateaux. Donc, en l'air là-bas, il y a les avions. C'est vrai que maintenant, ils ne voient plus trop. Pour ceux qui ont fait un peu de photo-interprétation, donc normalement les géographes et les géologues ont pu en faire, vous avez des photos, des photographies aériennes. Voilà, généralement, ça, c'est des avions qui permettent de faire ces choses. Et donc là aussi, c'est un niveau d'observation de la Terre. Parce que justement, vous voyez, l'avion il est en haut là-bas, il est donc c'est en fait, en réalité, l'ancêtre du drone. Voilà. Sauf que le drone, il va aller un peu plus bas, il va avoir un peu plus de précision. Maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin, dans l'espace, là, maintenant, ce sont les satellites qui vont nous permettre d'avoir les informations. Donc, voici les outils, les instruments qui vont nous permettre d'observer la Terre. Donc, cette figure qui est là, elle récapitule un peu tout ça. Donc, ici, on a le drone,
on a l'avion, et puis on a les satellites. Donc là, on est dans l'espace, ici on est dans l'air, et puis bon, l'autre côté, c'est vrai qu'on n'est pas trop sur la Terre, mais bon, par rapport à l'avion, il y a une voile un peu plus bas. Et ça, on vous l'a rabâché depuis le début. Il est clair que plus on vole bas, plus la zone ouverte là est grande. C'est là. Donc là, c'est ce qu'on appelle la résolution spatiale. Ouais. Alors donc ça, en fonction de ce qu'on veut observer, on utilisera l'outil approprié. Pour quelqu'un qui veut regarder un peu comment est-ce que la structuration des bâtiments de l'université là est faite, je ne suis pas très sûr que ce gars-là va utiliser une image satellitaire. Parce que le campus va apparaître tout petit comme ça, il ne va même pas les bâtiments. À moins d'avoir justement des capteurs avec des résolutions vraiment très, très, très fines. Donc, pour un type-là, je pense que normalement, un drone pourrait servir à faire ces choses. C'est clair que ce n'est pas une seule image qui va utiliser. Donc, pour cela, il va avoir quand même un peu de support pour découper, si vous voulez, si plus de campus en portions, et après plusieurs autres, et puis après, on va faire le mosaïquage. Alors, donc, ça, c'est fait de façon générale. De façon spécifique, quand on va entrer dans nos satellites, là, je pense que pour ça, vous avez fait appel de l'évolution spectrale, l'évolution radiométrique, nous en avons parlé. Donc, c'est ça que je disais à la fin du cours, qu'il y a des choses qu'on va vous dire que vous avez déjà entendues. Mais bon, c'est toujours bien de revenir là-dessus parce que, comme on l'a dit, la répétition est pédagogique. Donc, comme c'est la pédagogie que nous faisons, nous sommes obligés de répéter. Alors, donc, on va regarder la variation temporelle aussi, en tournant, parce que l'avantage du satellite, c'est que, comme il tourne, il va revenir plusieurs fois sur le même espace. Donc, la résolution temporelle de la séparation. OK. C'est la résolution en une acquisition de la même serre. C'est bien. Mais tu peux dire ça en français. En français, parce que de la durée que met un satellite, par exemple, pour observer la ville à intervalle, qui va mettre passer une fois, la deuxième fois, la deuxième fois, c'est que OK. Maintenant, c'est bien ce que tu as compris ici. Après que tu arrives là, il y a quelqu'un qui disait que tu étais les gens, tu n'as pas de. C'est vrai. Hein? Encore. Il y a pouvoir dans le pays. Ils ont très tort, on n'a pas dit ils ont tort, ils ont très tort, voilà. Bien, alors donc, effectivement, dans l'observation de la Terre, là, justement, on va utiliser certains éléments. On peut utiliser la résolution spectrale, on peut utiliser aussi la résolution temporelle. Donc, Cody a dit, en tout cas, c'est tellement bien ce qu'il a dit, c'est le temps qui va séparer du passage de cette sur le même espace. Donc, il est clair que pour quelqu'un qui veut étudier un phénomène qui va très très vite, il va utiliser des données d'observation émanant des satellites avec une résolution temporelle grande ou bien très fine. Très fine. Et comme je dis que le phénomène va vite, donc il faut que les satellites suffisent, passe vite là. Il n'est pas qu'il rate des choses. Eux aussi, justement, comme je disais, on contrôle la répartition spatiale de l'objet. Et c'est pour ça qu'on a pris l'exemple du campus. Le campus n'a pas utilisé ça parce que le campus ne va apparaître tout petit comme ça sur l'image.
ça. Dans la deuxième partie, où on va parler des satellites, l'observation de la Terre. Donc, regardez comment le cours est structuré. La première partie, on a parlé de l'observation de la Terre. Donc, dans la deuxième partie, maintenant, on va voir les satellites, l'observation de la Terre. Donc, il est clair que, bon, maintenant, là, les satellites sont utilisés un peu partout. Donc, pratiquement, tous les domaines sont utilisés ces satellites-là. Pour, en tant que scientifique, il y a des idées utiles, il y a pratiquement tout le monde utilise ces données-là. Alors, donc, quand tout le monde utilise dans un physique, c'est pas parce qu'on parle des satellites aujourd'hui que ça arrive comme ça arrive de façon spontanée. Quand il y a eu donc l'historique du satellite, c'était les ballons, on parlait des ballons, les ballons papier. Voilà. Donc, c'est sur les ingénieurs autour du 9e siècle, dans les années 1860 là. Et puis, l'avion a fait son apparition autour du 20e siècle, donc dans les années 1000 là. 20e siècle, c'est quelle année? 1000 son frère est là. Et donc, on parlait tout à l'heure de photographie et complètement, bien sûr, que les photographies, que les appareils photo étaient montés. Et donc, on avait des images, donc, quand on regarde les photos, c'est les photos, non? Les photographies aériennes, là, on rend compte que la résolution spatiale est très forte parce que c'est des choses qui vont du long du centimètre. Mais le problème, c'est que c'est coûteux. C'est coûteux parce que si on veut faire un peu de parallèle, on voit que si on utilise un avion pour utiliser par exemple le campus, on voit que juste en une prise d'avion. D'accord? Alors que si on veut utiliser un drone, on va faire beaucoup de missions entre du défaut qu'il a dit là, et beaucoup de campus en zone, et on fait des missions. En tant que tu fais une mission, déjà pour que tu fais un peu d'argent déjà. Quand tu fais une chose, ça devient un peu plus d'argent, donc beaucoup d'un peu d'argent, ça devient beaucoup d'argent. Et donc, ça s'assurera que justement les avions, malgré la précision des avions, ça va aller à un moyen qui va permettre de réduire un peu les coûts. Donc, c'est pas qu'on allait maintenant vers les satellites artificiels. Les satellites artificiels permettent toujours de parler des autres populations, même si la révolution spatiale n'est pas au top. Mais cela peut être connu aussi, puisqu'il y a des satellites qui ont des capteurs qui voient vraiment des capteurs de très haute résolution. Alors, donc, c'est toujours d'aller. Donc, comment est-ce que les satellites là fonctionnent? Bon, on va simplifier tout seul pour ça, on va aller tous les autres. Donc, dans le principe de fonctionnement là, il y a le rayonnement électromagnétique, puisque c'est lui qui est le véhicule de tout incorporable. Donc, la mesure va se faire en s'appuyant sur des propriétés, des théories de la physique. Donc, il y a la formule de Planck là. C'est la formule de Planck qui nous dit que plus la longueur d'onde est courte, plus l'objet va avoir une température élevée. Il y a aussi des propriétés chimiques, parce qu'en fonction de la composition chimique d'un objet, il ne va pas réagir de la même manière qu'un autre objet qui n'a pas forcément la même composition chimique. Donc, c'est deux éléments quand même sur lesquels le principe général de fonctionnement des satellites qui passe par la mesure du flux du rayonnement électromagnétique. OK. Bon, on va prendre une petite pause, il est 10h30, et puis on va revenir. Bon, les amis, on se prend une petite pause de 10 minutes. Bien.
Ouais, c'est bon, je suis là maintenant. Alors, donc, les amis, après avoir vu tout à l'heure les petits historiques là, des capteurs, enfin des outils d'observation de la Terre, là, on était rentré dans les satellites. Et au niveau des satellites, je dis que, comme on vous l'a dit, hein, il y a le gros appareil là, qui est un peu comme, c'est un peu comme la carcasse. Hein. La carcasse, maintenant, à l'intérieur, il y a des choses. Donc, pour les éléments qui vont permettre d'avoir des informations sur les choses, sur les objets à la plupart de la Terre, là, ce sont les capteurs. Et donc, dans cette affaire-là, il y a plusieurs types de capteurs. Mais les capteurs seront classifiés en fonction de plusieurs vitesses de classification. C'est pareil, hein, comme pour les hommes, pour les êtres humains. Pour les êtres humains, il y a plusieurs critères de classification. Il y a un premier critère qui est le. Voilà. Voilà, qui a de la religion, pas le sexe. Le genre. Ah, c'est évident. Mais là encore, actuellement, il y a des filles qui sont garçons, il y a des garçons qui sont. Donc, il y a c'est un peu à côté de ça, il y a, on dit la race, il y a les noirs, il y a les blancs. Hein? Un autre critère, il y a la taille, il y a. Donc, il y a plusieurs. Donc, c'est vraiment à peu près la même chose. Donc, les mêmes capteurs, selon qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Donc, sinon, on a proposé 4 critères de classification. Donc, on peut faire une classification des capteurs hein, en fonction de la passivité du système. C'est-à-dire, quand on fait des questions, il y a des questions actives et passives. Donc, c'est-à-dire que les systèmes-là, quelle est la différence entre les deux là? Donc, il permet de voir si le coût du processeur est bien passé, il n'y a pas une perte son temps. Il n'a pas encore parlé de primaire. À quoi? Oui, à quoi? Monsieur, oui, c'est la catastrophe. Dès que tu es là, mais tu n'es pas là. Tu peux faire quelqu'un a posé, tu poses même quelqu'un encore. Oui. Je vous parle à parler, c'est comme tu en dis. Monsieur, l'année de détection passive dépend des rayonnements solaires. La détection active, bon, monsieur, ce sont les capteurs qui produisent leur propre énergie, qui produisent à la surface de la Terre. Sinon, on est d'accord là. Elles ne sont pas. Voilà. D'abord, les thèmes sont pas tous d'accord. Il faut que les gens soient corrects. Au niveau de la détection passive, on peut dire que la sous-illumination vient essentiellement du soleil. Pour la détection active, la sous-illumination vient du capteur de l'appareil. Pas forcément dans à des raisons passives, à des raisons initiales, comme sous d'énergie. C'est une des raisons qui sont bien conjuguées dans la journée. Et la raison active, c'est la raison qui s'effectue sans sous de lumière, sans le soleil, mais les capteurs ont la capacité de produire eux-mêmes des mettre sous les et ça se fait une unification pour le faire. non, Comment?
Tu avais raison, mais les autres n'avaient pas tort. Bien, alors, donc, c'est ça. Il n'y a rien à faire quand on dit qu'on a créé cette partie-là, la source de le soleil, et dans l'autre côté, la partie n'est pas posée. Donc, ça, c'est là. Alors, donc, on peut aussi l'appeler de détection en fonction des bandes spectrales. Vous avez parlé aussi de cette affaire de bandes spectrales. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Moi, je n'ai pas fait le coup avec vous. Oui, il y a des disciplines. Dans la définition spectrale comme la décomposition de l'élément. Voilà, plusieurs niveaux. D'accord. Maintenant, encore, il faut poser un peu plus, plusieurs niveaux, plusieurs fenêtres, plusieurs angles, tout ça, c'est bon. Maintenant, pourquoi? Pourquoi tu as dit même pourquoi? Voilà, on va aller chez quoi? Pourquoi? Donc, une bonne spectrale, c'est la définition du élément de l'électromagnétique. D'accord. Donner des valeurs de l'élément. D'accord. D'accord. Ouais. Allez-y. C'est que c'est des échanges et puis, voilà. Ils ont décomposé l'information. La pratique spectrale est élément à spectrale. Et sinon, la réponse est sortie à la surface de la Terre. Parce que c'est vrai que c'est tout le rayonnement de la nuit. Mais c'est que si vous voulez, c'est un peu comme si le rayonnement venait en convoi. Dans le convoi, là, chacun fait une vérité. Donc, en fonction de ce qu'on veut détecter, il y a des bandes qui sont appropriées. D'accord? Donc, c'est vraiment que c'est vous qui avez. Bien. Donc, vous pouvez faire en fonction des bandes spectrales également, on peut discriminer les capteurs. Parce qu'il y a des capteurs qui vont regarder un certain nombre de bandes. Enfin, voilà. Vous voyez un peu? Parce que quand vous allez prendre des énièmes plus, vous allez prendre les choses. Là, c'est pas forcément. Même s'il y a des fois où ils vont se rejoindre sur quelques portions du rayonnement électromagnétique. Alors, donc, selon le champ d'observation du capteur, là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand ça veut un capteur, il a une mission qui lui est dédiée. Donc, en fonction de ce qu'il veut regarder, parce que quand on prend par exemple les satellites comme les NOAA ou bien les Meteosat, là, eux, ils vont regarder beaucoup plus des éléments qui ont une grande étendue. Donc, maintenant, quand on prend de façon spécifique Meteosat, comme il est orienté météo, donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que lui va faire son travail. Donc, c'est que quand l'observation ascensionnelle vraiment les données en lien avec la météo, je ne vais pas forcément regarder les histoires d'occupation du sol. Beaucoup plus des paramètres climatiques là, qui vont intéresser la pluviométrie, la température. Et aussi selon l'orbite, parce qu'on vous a parlé, ça c'est Hélène qui fait tout. On parle des grands types de satellites là. Par exemple, il y a des satellites qui seront polaires, il y a d'autres qui seront géostationnaires, qui vont faire des un certain nombre. Alors donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de capteurs, mais voilà, chacun a sa spécificité et puis voilà. Voilà. Alors, donc, on arrive maintenant au niveau des applications des satellites là. Donc, il est clair que c'est juste sur la situation des militaires qui ont commencé. Je pense que c'est déjà 959. Lors de. Dès que là, on est dans la guerre mondiale, la première guerre mondiale, c'était des Canadiens. Et la seconde? La première donc, on est bien d'accord que quand on est en 1959, là,
On a fini la guerre mondiale. Mais la guerre n'est pas encore bien finie. C'est pas encore éteint. Donc, on est en pleine guerre froide, n'est-ce pas? Donc, c'est que les gens se regardent un chien de faïence. C'est une affaire de qui t'a qui. Bien. Alors, donc, pendant cette période-là, il fallait bander ses muscles pour dire c'est vrai, par là, on va finir, mais moi aussi, je suis là. D'accord? Et dans ça, il y a eu un développement du domaine du spatial parce que les gens se surveillaient mutuellement. Puisqu'il y avait deux blocs. Hein? Il y avait le bloc des États-Unis et puis le bloc de l'URSS. Et donc, il y avait des satellites espions qui avaient été lancés pour voir ce qui se passait chez le voisin. Et par moment aussi, pour faire la propagande, les gens disaient, oh, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Et puis, bon, il y a des choses qui n'étaient pas forcément correctes. Et donc, comme les gens ont vu que ça marchait très bien, ils se sont vraiment bien lancés dedans autour des années 1959, 1963. C'était vraiment dans le domaine militaire. Et puis, bon, ben, après, ça a progressé. Actuellement, la guerre en Russie, on ne peut pas la faire sans satellite, ça c'est sûr. D'accord? Maintenant, il y a des missiles où, quand les gens lancent, ils font des frappes millimétriques. C'est-à-dire, ben, écoutez, c'est, comment ils s'appellent, Omuru et Ndomi qui sont là, mais moi, c'est les cheveux de domaine qui m'intéresse. Donc, on voit que de façon précise, je vais tout faire pour ne même pas toucher un peu l'autre. Voilà. Donc, c'est satellite. Dans les domaines militaires, vraiment font des choses extraordinaires. Comment? Bien. Alors, donc dans le domaine de la météo aussi, les satellites sont utilisés parce que la météo permet de faire beaucoup de choses, notamment dans le domaine de l'agriculture, même dans le domaine de l'aviation. Si vous n'avez pas des données météorologiques assez précises, c'est sûr que les dégâts seront très nombreux. Donc, il y a eu un grand développement des activités en lien avec la météo. Et donc, il y a plusieurs satellites qui ont été développés dans ce sens-là. Quand on prend, par exemple, l'Europe, beaucoup plus la France, c'est Météosat qui est là. Donc, au niveau des États-Unis, vous aurez des satellites comme GOES et puis Tyros. Au Japon, il y a GMS également qui fait des choses extraordinaires. Et puis, à côté de ces pays que l'on connaît là, il y a des petits pays également qui ont développé des satellites orientés météorologiques. Et généralement, c'est beaucoup plus pour les petits pays, comme je dis petits pays. Mais par rapport à Côte d'Ivoire, c'est des grands pays. Voilà. Et quand il dit l'Inde comme ça, c'est un petit pays. Par rapport aux autres, même par rapport à nous, la COP, vous savez qu'il y a les BRICS, non? C'est quoi les BRICS là? Tu as guidé? Ils sont combien là-bas maintenant? 5. D'accord, maintenant c'est quoi? Il faut nous instruire parce que c'est ça la culture. Il y a beaucoup, ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais le but de BRICS, c'est une concaténation de 5 grands pays. Dans le groupe français. Oui. Le R, c'est pour la Russie. Le I, c'est pour l'Inde. Le C, pour la Chine. Le S, pour l'United States. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud. Ok. Oui, en fait, en réalité, c'est les pays qui, de toute façon, au niveau du bloc occidental, on parle du G7, G8, tout ce que vous imaginez, donc les pays puissants là. Donc, eux là, ce sont les pays. Les autres, les appellent les pays, c'est quoi? C'est émergent, non? Non, ils ne sont pas dans tiers monde. Ils sont au-dessus des tiers monde. Donc, parce que quand on parle d'un pays comme la Chine, en réalité, c'est parce que, bon, la Chine, c'est la première puissance mondiale. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des pays qui ne sont pas pauvres en réalité. Mais bon, quand on va regarder d'autres indicateurs du FMI, on va mettre les pays comme l'Inde là, sous un seuil de pauvreté relativement. Donc, ce sont des pays qui veulent tirer les autres vers le haut, qui sont quand même avancés en termes de technologie et aussi en termes de ressources financières. Bien, alors, toujours au niveau de la météo, les satellites météorologiques là, permettent de suivre des phénomènes comme les cyclones, par exemple. Donc, ici, on donne l'exemple de ce qui s'est passé en 1992 avec un ouragan qui appelle
énormément de dégâts aux États-Unis. Ça a perturbé pratiquement beaucoup de choses là-bas. La météo, ce n'est pas seulement pour l'aviation, ce n'est pas seulement pour les cyclones, mais on peut l'utiliser aussi dans le suivi des épidémiologies. Parce que quand on prend des maladies comme la méningite qui est liée aux poussières et autres, là, donc c'est justement les satellites orientés météo qui vont permettre de quantifier la quantité d'aérosols, etc. Au niveau de l'agriculture, vous voyez bien que la pluviométrie, la température, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, les satellites orientés météo feront ça. Autre champ d'application, c'est la prospection minière. Alors, à ce niveau, il faut dire que les roches qui sont constituées, les roches sont constituées de quoi? Les minéraux. Voilà. Alors, donc, les minéraux ne réfléchissent pas tous de la même manière. Donc, en fonction de la réaction des minéraux vis-à-vis des rayonnements, du rayonnement électromagnétique, en fonction de leur comportement, on peut identifier plus ou moins les minéraux qui sont les plus abondants. Donc, avec les minéraux, on peut par ricocher, retrouver les types de roches, donc éventuellement orienter ou non une exploitation. Ça, c'est un niveau qui est là. D'autres niveaux aussi, on a parlé tout à l'heure des grandes fractures et autres là, parce que vous savez très bien que, pour ceux qui ont fait un peu de géologie, hein, la minéralisation aurifère se met. C'est comment? Dans le socle. Oui, mais dans le socle. Voilà, c'est ça, dans les grands accidents majeurs. Donc, généralement, ce n'est pas n'importe quelle faille aussi. C'est le long des filons de quartz que ça va se faire. Donc, s'il y a un accident majeur où il y a eu un développement de quartz, généralement, si avec une meilleure détection, on a pu mettre en évidence ce gros filon de quartz-là, en suivant de plus près, on pourrait éventuellement avoir un peu plus d'ordre. Donc, dans l'agriculture, bon, voilà, il est clair que quand on dit agriculture ici, on mélange un peu agriculture et puis on dit quoi, végétation, parce que toutes les plantes là, ne réagissent pas de la même manière aussi. Quand vous allez voir les plantes d'évia, ils vont se comporter d'une manière. Quand vous allez voir les palmiers également, ils vont se comporter d'une autre manière. Donc, bon, au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de choses. On parle depuis ce matin, on parlait un peu de l'inondation, par exemple, voilà, donc, les risques naturels, tout ça. Voilà. Alors, donc, ne vous en faites pas. À travers quelques articles que nous allons passer en revue, on va voir vraiment de façon précise quels sont les types d'images que les gens ont utilisés, quels traitements ils ont fait, quels résultats ils ont obtenus, comment est-ce que les résultats qu'ils ont obtenus là ont permis de prendre telle décision ou telle autre décision. Donc, en ce moment, vous voyez qu'en procédant ici, on va retomber sur nos pieds pour nous ramener vraiment sur les fondamentaux de ce cours-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. C'est bon? Bon. On commence par augmenter un peu la chaleur. On n'a pas allumé un. Bien, alors donc on en arrive à la dernière partie de la leçon, donc l'accès aux données spatiales. On a vu les potentialités des différentes... on a vu les potentialités des images de télédétection. On a vu les types de capteurs et on a vu les différents champs d'application de ces données. Une chose est de savoir tout ça, mais une autre est de pouvoir retrouver ces données-là. Et la chose a été tellement démocratisée que actuellement, je dis, on ne peut plus rien cacher. On est dans un moment où on ne peut plus rien cacher. Donc celui qui dit non, il n'a pas de fait, il n'a pas de fait. Ou il n'a pas bien cherché. Et c'est pour ça que, bon, des fois, ça me fait de la peine quand je me retrouve face aux étudiants. Et vous avez tellement d'opportunités, tellement de ressources que ça me fait mal quand un étudiant s'en est dit non, il n'a rien trouvé. C'est bizarre quand même.
la vie a été facilitée. Quand nous, on faisait notre DEA et puis notre thèse, tout ça n'existait pas. C'était une grande salle comme ça. Et à Master 1, là-bas, où il y a les fenêtres là, il y avait 3 tables comme ça. En ce moment, que tu pouvais t'acheter un ordinateur portable, non, c'était pas possible. Et il y avait 3 desktops. Donc, c'est ce qu'on utilisait tous. Hein. Les processeurs salés, ils étaient en thèse, nous, on était au DEA, plus ou moins. Bon, donc, eux, quand ils ont fini pour ils sont partis là, nous, on est là en guette. En fait, on est là en guette. Et ils s'en vont, bon, je suis là. Mobile, il y a d'autres. Et quand tu as lancé le traitement, tu surveilles. Parce que si quelqu'un est venu cliquer dessus, la machine se plante. Et dans les autres, les bâchis comme ça, comme ils faisaient de gros traitements, ils lancent son traitement et puis même peu de rames dessus comme ça. Et puis l'appareil c'était quoi? Le logiciel c'était PCI. Le PCI travaille. Donc quand toi tu arrives, tu sais qu'il ne faut pas toucher les trucs, machin. Alors donc, mais malgré ça, on a pu. Alors que vous êtes là, il y a beaucoup de choses. Vous avez même Internet, à profusion, machin, tout ça. C'est TikTok vous faites. Hein? Quoi ça? Oui, mais justement, bon, les gens qui dorment dans les églises, là, on dit quoi? On dit à celui qu'on apprend, qu'on t'a donné beaucoup, bien quoi, là, à celui à qui on a confié, on va demander beaucoup. Non? Bon, voilà. Et ça, justement, c'est que vous, votre challenge actuellement, c'est réussir à vous organiser, c'est tout. Tout est une question d'organisation. Sinon, pression là, bon, vous avez pression parce que bon, il y a beaucoup de machins, mais comme de toute façon, ça que vous êtes capable de ça, qu'on vous donne. Non. Donc, comme je dis, toujours, voilà, vous apprenez, tout est une question d'organisation. Organisez-vous, et puis, parce que des fois, vous perdez le temps sur des choses inutiles. Hein? Parce que, mine de rien, les voilà, distrait, tu vas voir ça, des fois, vous l'avez regardé même pas un peu taper. Mais non, je ne regarde pas. Maintenant, essayez d'évaluer, il y a des, je crois, il y a des petites applications qui existent là. Installez, puis vous allez voir combien de temps vous passez par jour sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, moi-même, ça me prend aussi des fois. Hein. Non, non, vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, c'est pour dire que tout est vraiment une question d'organisation. Si vous organisez bien, je pense que, en tout cas, vous allez faire des choses extraordinaires. Actuellement, comme je dis là, on ne cache rien. Tout est là dans le cloud, sur Internet, tout est là. Mais c'est avoir le temps pour s'asseoir, pour regarder là qu'il y a votre problème aussi. Mais en tout cas, comme je dis, faites l'effort de mieux vous organiser et puis bon, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Comme je dis toujours, vous savez la même chose que nous, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Nous autres, on a eu la chance de partir à l'école avant vous, de naître avant vous, c'est tout. Hein? Et vous, votre génération, là, vous êtes même plus clever, plus smart que nous. C'est-à-dire que, mine de rien, ces petits objets-là, ça a développé certaines valeurs chez vous, voilà, certaines facultés. On peut utiliser ça correctement et puis avancer. Moi, mes enfants comme ça, la même là. Et ils n'étudient pas et puis ils sont premiers. Mais comment vous là? C'est parce qu'il y a des choses qui sont. Mon garçon, la même là, lui, la même. Donc, c'est-à-dire que bon, c'est des choses. Vous avez du potentiel en vous. Mais organisez bien ça et puis vous allez voir. Bien, alors donc je disais qu'on ne cache rien, les sites sont là, les images sont versées, mais pour ça, il faut savoir où aller chercher. Parce qu'on dit, je dis n'importe quoi, c'est comme si on vient dire, bon, au campus ici, là, ils sont en train de donner là un cadeau. Hein. Mais si tu ne sais pas où, on dit que c'est le campus, mais c'est où exactement? Si tu ne sais pas c'est où, là, où toi tu as bien ça. Alors, donc il faut savoir également où c'est. Donc en fait, dans cette partie de la leçon, on va essayer de vous montrer quelques
l'endroit où vous pourriez avoir vos images. Là. Ce qu'il faut dire aussi, on dit c'est partout, il y a des images qui sont gratuites, il y a d'autres qui sont payantes, entièrement, mais il y en a aussi qui sont payantes, mais si tu sais, tu peux avoir cadeau. Ouais. Généralement, les images gratuites, là, je ne cherche pas trop de bonnes images. Et quand vous allez commencer à manipuler, surtout dans vos travaux de master et autres, là, à télécharger les images, vous allez souffrir. Parce que les images ne sont pas de bonne qualité, il y a plein de nuages, etc. Parce que c'est gratuit. Mais par contre, il y a des astuces qui permettent d'avoir des images de meilleure qualité. Et puis, bon, il y a des mécanismes, voilà, on dit ça comme ça, qui permettent d'avoir des images de meilleure qualité. Alors, donc, comme nous, ce sont les Européens qui nous guident, c'est vers ces images, les images qu'on peut avoir via les Européens, c'est plus sur ça que je vais m'attarder. Et puis, bon, après, on va regarder aussi du côté des États-Unis parce que c'est de gros fournisseurs de données aussi. Alors, donc, au niveau de l'Europe, c'est qu'il y a deux grands groupes. On vous a parlé beaucoup de Copernicus. Pour que Copernicus, ça, les gens, actuellement, c'est ça qui est en vogue. Hein. Dans le cas du programme GMS, comme ça, en tout cas, ils encouragent l'utilisation des données Copernicus. Copernicus, après aller faire des recherches sur Copernicus, vous allez vous rendre compte que c'est un grand programme spatial qui est en train d'être développé actuellement en Europe. Et par ricochet, il y a beaucoup de programmes africains qui sont arrimés à ce projet-là. Il y a beaucoup de sous dedans parce que c'est tous ces gens-là qui donnent l'argent à l'Union africaine. Voilà, l'Union africaine, donc à travers GMS. Je crois qu'il y a un ou deux qui sont des boursiers de GMS, là. Alors, donc, tout ça, là, ce sont eux qui donnent là. Donc, comme je disais, l'Union africaine encourage l'utilisation de ces données-là. Alors, à côté des données Copernicus et puis de Galiléo, il y a d'autres types d'images qui existent. Parce que, comme je disais, au niveau de Copernicus, il y a des données vraiment gratuites. Et comme ça, c'est des conventions qui sont généralement établies entre les structures. Donc, généralement, les universités peuvent, par ce canal-là, avoir des images en tout cas de bonne qualité. De bonne qualité. Mais ce n'est pas des images avec des résolutions spatiales très, très fines. Hein. Il y a des images, parfois on peut aller jusqu'à 10 mètres, hein, avec un peu plus de chance. Bien sûr, généralement dans les 30 mètres, on va trouver. Mais il y a des images très, très haute résolution qui existent, mais qui ne sont pas gratuites, qu'on peut avoir aussi sous certaines conditions. Et même si c'est payant, en tant que pour des activités de recherche ou d'enseignement, même si on va vous vendre ça à un prix relativement bas. Alors, donc, on va voir les données. Au niveau des données, il y a généralement, comme je dis, des plateformes sur lesquelles on va pour avoir les données. Là. Pour Copernicus, on a dit que l'Union européenne, là, il y a deux bases, non? Il y a Copernicus et puis Galileo. Donc, au niveau de Copernicus, là, il y a deux, comment on appelle ça? Il y a deux points d'accès. Il y a Open Access Hub et puis il y a CSCDA. Alors, donc ici, au niveau de Open Access Hub, là, on a des données à travers deux interfaces. C'est-à-dire qu'il y a une interface qui est graphique et puis il y a l'autre API, donc c'est-à-dire que c'est des petits programmes là qui sont là. Et donc, avec l'interface API là, vous avez la possibilité de faire des demandes customisées, c'est-à-dire que personnalisées, voilà, personnalisées. Je donne un exemple très simple. Moi, je viens d'Abangrou. Donc, quand je veux une image, je vais... Le truc est là, c'est comme un supermarché ou pas tout un supermarché. Mais si vous ne
vous n'identifiez pas le produit que vous voulez, comment vous faites pour ressortir avec? Donc, ce sont ces interfaces-là qui vont vous permettre d'adresser votre demande afin d'avoir finalement la donnée qui vous intéresse. D'accord? Et pour cela, il faudrait que ces données aussi soient disponibles. Donc, ça, c'était au niveau de Open Hub Access. Au niveau de l'autre point, l'autre portail là, Space Data Access là, c'est pas aussi vulgarisé parce que vous avez vu que l'autre, c'est Open Access Hub. Donc, c'est que c'est vraiment ouvert, il y a plus de flexibilité. L'autre, ce sont des données qui sont gratuites aussi, mais on ne donne pas à tout le monde. C'est vraiment soumis à condition. Voilà. Vraiment soumis à condition. Et c'est généralement pour les autorités publiques et puis pour des grands programmes européens également. Donc ça, c'était vraiment les deux points d'accès de Copernicus. Non, attendez, je raconte. Voilà. Il y a plutôt ESA, voilà, ESA et puis EUMETSAT, voilà. L'ESA, c'est quoi? C'est l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est l'Agence spatiale européenne là qui donne justement Copernicus, Open Access Hub, et puis l'autre où je dis c'est pour les autorités. Maintenant, EUMETSAT. EUMETSAT, c'est que EUMETSAT, c'est le satellite européen de météorologie. C'est vrai, on a dit, au début, ils étaient à visée météo, mais après, ils ont regardé vraiment beaucoup d'éléments au niveau de l'observation de la Terre. Alors, donc, EUMETSAT, c'était un programme aussi un peu comme Copernicus, enfin, l'antécédent, pardon, un peu comme Sentinelle, autant pour moi. Les choses évoluent. Hein. Actuellement, on parle de Sentinelle, mais avant Sentinelle, il y avait EUMETSAT qui faisait des choses extraordinaires. Et nous, au QAT ici, c'est avant que GMS et autres n'arrivent, c'était dans le cas de EUMETSAT que les choses ont commencé à bouger un peu. Je me souviens, professeur Mobio, quand il faisait ces choses, au début, là, c'était les données noires qu'il utilisait, et les données noires là, étaient obtenues à partir... Il y avait une antenne là, maintenant c'est mort. Et donc, on avait reçu du matériel, un ordinateur avec un serveur qui permettait de télécharger les images là directement là-bas. Dans le cadre du programme, justement, mettre ça. Donc, ils avaient créé MESA, voilà. MESA, c'est MESA après qui est devenu GMS que vous connaissez actuellement. Alors, donc, dans ces programmes-là, justement, il y a la possibilité d'avoir accès aux données. Et dans EUMETSAT, lui, il a deux points d'accès aussi. Il y a EUMETCAST, et puis encore, il va reprendre les données d'une Copernicus aussi. Vous voyez que c'est... Comment... Il cherche une analogie pour mieux vous faire comprendre cette affaire. Voilà. Actuellement, sur nos téléphones, là, il y a les monnaies là qui existent. Il y a MTN Money, Orange Money, tout ça. Quel que soit le monnaie sur lequel tu es là, tu as la possibilité de payer ta facture de courant. Non? Vous voyez un peu. Donc, c'est que, à la limite, on peut dire que la donnée là, l'information que vous cherchez, c'est payer votre facture de courant là. Même pour payer la facture là, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, justement. Donc, pour obtenir des images, notamment en lien avec les Européens, là, voici les deux grands éléments, surtout les images qu'on peut donner Copernicus. Donc, on peut avoir ça avec l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, comme aussi on peut avoir ça avec EUMETSAT. Donc, c'est un ensemble. On peut mettre ça, comme je disais, j'ai dit c'est un satellite, mais en réalité, c'est un ensemble de... Une association, voilà, une association qui va permettre de gérer les données issues des satellites météorologiques initialement, mais après, ils ont commencé à ouvrir, donc si bien qu'on a besoin, enfin, par eux, on peut avoir aussi tout type d'images.
Donc, c'est ça qui continue. Alors, donc ça, c'était pour Copernicus, tout ce qu'on a dit au début, là, c'était Copernicus européen. Je disais tout à l'heure qu'à côté des Européens, il y a les Américains aussi qui sont vraiment de gros fournisseurs de données. Alors, donc, pour les Américains, il y a USGS, donc avec... il y a la connexion, là. On va faire un petit test, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, c'est Earth Explorer qui va donner un certain nombre de satellites. Donc, on vient cliquer ici, voir si ça marche correctement. Mais je pense que ce support-là, il est sur la plateforme, le support de ce coup-là. Vous l'avez téléchargé, non? Je vais lancer, mais bon, est-ce que... Je vais quitter le mode plein écran, et puis on va voir ce que ça donne. Ah, la machine même RAM. Oh, shit. Ah, okay. Vous qui êtes en ligne là, est-ce que vous voyez la page qui est ouverte derrière? Il faut que je partage ça. Non, c'est toujours le coup qu'on voit. D'accord. Ok, ça va venir. En fait, je voulais vous envoyer sur un site où on pourrait avoir les images, mais bon, vraisemblablement, d'accord. On continue, on va peut-être après revenir là-dessus. Alors donc, avec Earth Explorer, vraiment, on a beaucoup d'images gratuites, beaucoup d'images gratuites, mais pour le moment, la qualité des images n'est pas trop bonne. Mais en tout cas, on peut vivre avec nous. Yeah. Alors, donc, à côté de Earth Explorer, on a aussi Lenview. Lenview, c'est des Américains aussi. Ils fournissent beaucoup de données SIG et puis des images satellitaires gratuites aussi. Permettent de visualiser et de commander des images à très haute résolution, avec aussi beaucoup d'outils d'analyse. Et toujours nos Américains, il y a aussi la NASA qui va proposer des images via les sites F-Search, voilà, avec un accès gratuit aussi. Et donc ici, dans le coup, j'ai mis un lien pour aller plus loin. Donc il suffit de cliquer là-dessus, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors donc voici les sites d'application que je propose. Et je pense que c'est sur ça qu'on va terminer. Donc, on va aller sur le site de F-Data, d'accord? Et puis, on va avoir toutes les informations qu'on peut avoir à partir des images ETM+, et puis Sentinel. Et puis, bon, la deuxième partie, bon, comme ça, j'aime bien chez moi. On voit les images de la ville d'Avangro acquises entre 2020 et 2022. Donc, on va essayer avec la première partie là déjà pour voir ce que ça donne. Donc, c'est F-Data. On va aller sur le site de F-Data. OK. Donc, on dirait que là, maintenant, c'est bon. Très bien. Alors, donc, vous qui êtes en ligne, je vais partager cette...
Vous voyez la nouvelle page là, vous qui êtes en ligne? Oui, professeur, on voit. Alors. Bien. Alors, l'énoncé du premier exercice, on a dit quoi? On dit aller sur F-Data et puis faire quoi? Aller sur le site F-Data et lister toutes les données et les informations obtenues à partir des images et des sentiments. Bien. Alors, donc, quand vous allez sur le site, voici comment ça apparaît. Alors, donc on a dit de lister tout quoi? Aller sur le site de F-Data et lister toutes les données et informations obtenues à partir des images. Voilà. Alors, donc, vous voyez qu'il y a une barre qui va apparaître ici. Alors, donc, il y a plusieurs éléments qui existent. Quand vous allez, par exemple, dans plateforme, vous voyez les différentes plateformes utilisées. Est-ce que c'est fait à partir des plateformes qui étaient seulement en l'air ou bien des choses au sol? Quand vous allez dans instruments, vous allez voir tous les capteurs. Tous les capteurs. Donc, vous voyez que quand vous voyez AVHR, ça, c'est les capteurs du satellite NOAA. Okay? Donc, quand vous descendez, vous voyez bien qu'il y a ETM+ qui apparaît là. Un peu plus bas, normalement, on doit avoir Sentinelle. Donc, on n'a pas mis Sentinelle. D'accord. Allons-y. Pour ETM+, donc il suffit juste de cliquer sur ETM+. D'accord? Bon, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, ETM+, il est dans Instruments. En tout cas, vous vous baladez sur la page, le panneau de gauche là. Vous avez pu vous connecter quand même? Alors, donc si on prend, par exemple, ETM+, en cliquant dessus, il va chercher, et puis il va vous ressortir un certain nombre de choses. Si, par exemple, je veux avoir des images d'Abidjan, il suffit juste de zoomer. On va rechercher où se trouve notre Abidjan. Bon. C'est vrai qu'il faut avoir quand même une bonne connexion Internet pour que ça aille un peu plus vite. Il faut que la machine aussi ait certaines caractéristiques. Oui, il y a quel problème là-bas? On dit autant avoir affaire au bon Dieu qu'avoir affaire à ses anges. Le bon Dieu est là, tu fais quoi avec l'ange? Voilà, juste Voilà. En fait, l'idée, c'est juste vous montrer le truc. Donc, on va aller déjà. Parce que pour télécharger, il y a quand même une procédure, il faut être déjà inscrit, etc. Parce que les gens, c'est vrai, on dit c'est gratuit. Mais il faut penser à qui vient prendre. Alors donc, vous avez la possibilité de zoomer. Si par exemple, on veut, moi je veux par exemple, voilà, la Côte d'Ivoire qui est là, il suffit juste de zoomer. Voilà, on peut même dessiner un rectangle et puis choisir la zone comme ci. Voilà.
Oui, 38. Right. Donc, faites un peu, vous avez la possibilité, comme je dis, de faire un rectangle, bien choisir une zone. Et puis bon, lorsque vous faites, normalement sur le côté, il y a les images disponibles qui sortent et vous pouvez regarder pour voir si c'est bon pour vous ou non. Au moins, tout le monde a pu arriver sur la page comme ça. Hein? Oui, lorsque ça sort, dès que ça charge, ça. Voilà, alors donc, vous avez la possibilité de même regarder un peu vos histoires, et ici, c'est un moment pour vous, à chaque moment, bien. Alors, donc, ça, c'était un jeu pour vous montrer, voilà, c'est pas pour venir télécharger une image ici. Alors, donc, je pense que c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui, tout le monde a pu aller un peu sur le truc. Alors, donc, pour la prochaine fois, vous allez faire la deuxième partie de l'exercice 2. D'accord? Vous faites ça et puis, je pense qu'on se voit peut-être le jeudi prochain ou même. Ok, allez, donc c'est bon. La semaine prochaine, on va voir, comme je l'ai dit, hein, on va voir comment les outils d'observation de la Terre peuvent aider les responsables comment on appelle ça,
des municipalités, des conseils régionaux, et autres à travers quelques petits travaux. Bien, alors donc, je vous encourage à continuer. Et see you next week.